Voilà, bienvenue dans les exercices. Démarrons tout de suite avec le premier. Donc, dans l'espace, on considère le parallélépipède ABCDEFGH, qui est là. ABCDEFGH. On note IJKL, les milieux respectifs des arêtes AB, CD, EF et GH. D'accord? Donc, IJKL sont là. Premièrement, ce qu'on nous demande, c'est de donner tous les vecteurs égaux au vecteur AJ. B, donner tous les vecteurs égaux au vecteur ED. Donner tous les vecteurs égaux au vecteur DK. Deuxièmement, donner un représentant de chaque somme suivante. AD plus LF, quel est un représentant de cette somme? DI plus BF plus HI, c'est 2 fois quelque chose. Quel est le quelque chose? HB plus CD est égal à quelque chose qui finit par B. À vous de trouver l'origine du vecteur. Voilà, voilà. Donc c'est un petit exercice sur les vecteurs, juste pour se situer dans l'espace. Allez-y, attaquez de votre côté. Oh, je n'ai pas de gros conseils à vous donner dans tous les cas ici, hein. C'est juste se repérer dans l'espace. Donc allez-y, et puis revenez pour la correction juste après. Pour la première question, tous les vecteurs égaux au vecteur AJ. Donc comme on peut le voir ici, le vecteur AJ est celui-là. Donc tous les autres qui sont égaux à ça, qu'on peut remarquer, eh bien on a ici IC, on a EL et on a KG, de façon assez évidente. Nous avons bien IC, EL, KG sont égaux à J. Voilà la réponse formalisée. Attaquons ensuite le petit 2, enfin le petit b. Petit b, donc tous les vecteurs égaux au vecteur ED. Donc le vecteur ED, il est là, c'est la diagonale de cette face gauche. Donc tous les vecteurs égaux à ED, ben, on voit très facilement qu'il y a ici KJ et là FC. La réponse est donc KJ et FC sont égaux à ED. Voilà, écrit, formalisé. Enfin, petit c, on demande de donner tous les vecteurs égaux au vecteur DK. Alors DK est ici, hein, c'est une diagonale de la moitié gauche du parallélépipède. Donc un autre vecteur qui est exactement similaire à celui-là, c'est JF ici. Et donc JF est égal à ED. Réponse au petit c. Donc dans le petit 2, on veut donner un représentant de chaque somme. D'abord AD plus LF. Alors AD est ce vecteur-ci. LF est le vecteur ici. D'accord? Donc pour faire AD plus LF, je vais ramener le vecteur LF parallèlement à lui-même sur DI. Voilà, je vais donc avoir AD plus DI, ce qui me donnera AI. On a donc bien AD plus LF est égal à AD plus DI est égal à AI. Voilà pour ce premier point de la question 2. Donc c'était le petit a. Alors pour le petit b, on peut voir aisément que si on fait DI plus BF plus HI, eh bien sera égal à DI plus, alors BF on peut le ramener, hein, sur D, ça fera plus DH, plus HI. Et donc DH plus HI, c'est DI. Donc j'aurai DI plus DI, ce qui fera 2DI. Alors pour le petit c, on a HB plus CD. Alors HB est ici, plus CD, ça nous ferait plus BA. Donc on va voir HB plus BA, ça va faire HA. Mais on nous veut quelque chose qui se termine par B. Donc HA, pour avoir quelque chose qui se termine par B, il faut que je le transporte parallèlement à lui-même jusqu'ici. Ça va nous donner GB. On écrira donc HB plus CD, c'est HB plus BA, c'est HA, c'est GB. Voilà. Et ça termine ce premier exercice. A tout de suite pour le 2. Alors, le 2, nous avons ABCDEFGH. ABCDEFGH est un cube. On considère le plan P, dont la section avec le cube est le quadrilatère IJKL. Donc voilà le plan P, dont la section avec le cube nous donne IJKL. Question, justifier que IJKL est un parallélogramme. Voilà, donc si tout va bien, vous avez démarré et fini l'exercice. Si pas, petit conseil, ben, rappelez-vous tout simplement le théorème d'incidence, hein, et grâce à ce théorème, vous pourrez faire l'exercice. Si ça ne va pas, revenez dans quelques instants pour la correction. Donc, il faut justifier qu'IJKL est un parallélogramme. Bon, déjà, on a bien que IJKL sont coplanaires,
puisque ce sont les points de la section du plan P avec le cube. Donc ils sont dans un même plan, donc ils sont coplanaires. C'est déjà une bonne chose. Deuxièmement, pour montrer que c'est un parallélogramme, ce qu'il faut faire d'une façon assez générale, c'est montrer que les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Si on peut démontrer ça, c'est fini. On aura démontré que c'est un parallélogramme. Alors comment montrer que ces côtés-ci, par exemple, sont parallèles? Il suffit de se dire que, effectivement, quand je considère la face latérale gauche du cube et la face latérale droite du cube, ces faces sont parallèles. Donc les deux plans sont parallèles, puisque c'est les faces opposées du cube. D'accord? Donc l'intersection du plan P avec ces deux faces parallèles se fait suivant deux droites qui seront parallèles également. Donc on en déduit que IL sera parallèle à JK. De la même façon, le plan P va couper la face avant et la face arrière suivant deux droites parallèles, puisque les faces avant et arrière sont deux faces opposées d'un cube, donc c'est aussi deux faces parallèles, et donc le plan P va couper ces deux faces suivant deux droites parallèles également. Donc LK parallèle à IJ, et donc on a bien que les côtés ici sont opposés et parallèles, ces côtés-là sont opposés et parallèles, et donc on a que IJKL est bien un parallélogramme. Voilà, donc c'est une petite construction géométrique et un petit raisonnement très simple ici, pour se situer dans l'espace de nouveau. Voilà, cet exercice 3 lui a fait partie d'un exercice de type bac. Donc un particulier s'intéresse à l'ombre portée sur sa future véranda par le toit de sa maison, quand le soleil était au zénith. Cette véranda est schématisée ci-dessous en perspective cavalière, dans un repère orthonormé OIJK. Oui, ça devrait être le cas là. Le toit de la véranda est constitué de deux faces triangulaires, SEF et SFG. Les plans SOA et SOC sont perpendiculaires, les plans SOC et EAB sont parallèles, de même que les plans SOA et GCB. Sans calcul, justifiez que, petit 1, le segment KM est parallèle au segment UV. Petit 2, le segment NP est parallèle au segment UK. Voilà. Donc, réfléchissez de nouveau, situez-vous dans l'espace, faites usage des petits théorèmes de parallèle et de perpendiculaire, du toit, des choses ainsi, pour vous aider, et puis arrivez avec une petite solution. Sinon, revenez voir la correction dans quelques instants. Montrons donc que le segment KM est parallèle au segment UV. On voit ici sur le schéma que le plan KUV intercepte le plan SEF selon la droite KM. D'accord? Qui plus est, UV et EF sont parallèles. D'accord? Donc, d'après le théorème du toit, nous allons avoir que KM, qui est la ligne d'interception des deux plans, va aussi être parallèle aux deux droites parallèles EF et UV, et donc en particulier KM est parallèle à UV. Deuxièmement, le segment NP est parallèle au segment UK. Donc le segment NP est celui-ci, le segment UK est celui-là. Donc nous savons ici que le plan KUV a intercepté ici le plan SEF suivant KM, mais intercepte également le plan SFG suivant MN, et intercepte ici le plan PCG, qui est là sur la face latérale, suivant NP. D'accord? Donc le plan KUV intercepte la face ici SOA qui est parallèle à la face GCB selon deux droites parallèles. D'accord? Et donc on a bien que les deux droites parallèles dont on parle vont être d'une part UK ici et d'autre part NP. Et donc UK et NP sont parallèles. Voilà, attaquons alors l'exercice suivant, donc exercice 5. Dans l'espace muni d'un repère OIJK, orthonormé, on considère deux droites, D et D', admettant pour représentation paramétrique, d'une part, pour la droite D, x, y, z est égal à moins 3 plus 2t, moins t, moins 1 plus t, où t est le paramètre réel. Et pour la droite D', on va avoir x, y, z est égal à moins 1, moins 2t, 1 plus 3t, moins t, t appartenant au réel aussi. Petit 1, montrer que les droites D et D' sont séquentes, on déterminera les coordonnées de leur point d'intersection, M.
Deuxièmement, petit a, on considère les deux vecteurs u et v dont les coordonnées sont données. Déterminer les coordonnées d'un vecteur n qui soit normal à la fois à u et à v. Petit b, en déduire une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point M et orthogonale aux deux droites D et D'. Voilà, donc planche, crayon, vous avez tout. Vous pouvez y aller pour la résolution de cet exercice. Donc arrêtez la vidéo et hop, résolvez-le. Si vous ne démarrez pas, voilà, quelques conseils. Quels conseils peut-on donner ici? Déterminer les coordonnées d'un point d'intersection quand deux droites sont séquentes. Eh bien, il faut résoudre les deux systèmes en même temps. Voilà, il faut résoudre le système d'équations là et là, en se disant que si les deux droites sont 50, c'est qu'elles ont un point d'intersection, c'est-à-dire un point de coordonnées x, y, z qui est le même pour les deux droites. Avec ça, je vous ai tout dit. Deuxièmement, quel conseil? Pour trouver les coordonnées d'un vecteur normal, qui soit orthogonal aux deux vecteurs u et v, il faut utiliser les propriétés du produit scalaire. Et grâce à ça, vous pourrez par après écrire l'équation paramétrique de la droite delta. Voilà, voilà. Avec ces conseils, si vous n'étiez pas démarré la fois d'avant, j'imagine que cette fois-ci, ça va aller. Et je vous attends dans quelques instants pour votre correction. Donc, si l'on veut montrer que les droites sont séquentes et déterminer les coordonnées d'un point d'intersection, on va tout d'abord se donner ce point M qui est à l'intersection. Ce point M aura pour coordonnées x, y et z. Et pour qu'il soit le point d'intersection des deux droites, il faut que les coordonnées x, y, z satisfassent aux équations paramétriques de chacune des droites. Donc d'une part, x, y, z devront satisfaire les équations moins 3 plus 2t, moins t, et moins 1 plus t. Ça, c'est pour que m appartienne à la droite d. D'autre part, pour que m appartienne à la droite d', il doit aussi satisfaire les équations suivantes. X, y, z est égal à, alors moins 1, moins 2, t'. Alors je ne mets pas t, mais t', parce que les t qu'il y aura pour la droite d et le t' qu'il y aura pour la droite d' ne sont pas forcément les mêmes. Donc ne vous trompez pas là-dedans. Il faut toujours mettre des t et des t' quand ça appartient à deux droites différentes. Donc ça va faire 1 plus 3t'. Et z sera égal à moins t'. Et donc comme c'est le point M qui est séquent à ces deux droites, c'est les mêmes coordonnées x, y, z à gauche et à droite, donc je vais pouvoir faire les égalités entre les membres de droite. Ce qui veut dire que moins 3 plus 2t, ça va être égal à moins 1 moins 2t', et ainsi de suite. Voilà, donc c'est écrit ici. On a donc trois équations, 1, 2, 3 et deux inconnues, t et t'. Donc trois équations à deux inconnues. Les inconnus, c'est t et t'. Alors, qu'il nous faut déterminer. Donc trois équations, c'est même plus qu'il n'en faut. Donc en général, pour déterminer deux inconnus, il ne faut que deux équations. Là, on en a trois, donc c'est surdéterminé, comme on appelle ça. La troisième servira en fait à voir si tout est bien exact dans l'histoire. Servira de vérification simple. Alors allons-y. Comment vais-je résoudre ça? Comment résoudre tout ça? Eh bien, d'une façon générale, pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus, ce qu'on fait, c'est mettre les inconnus du côté gauche. Par exemple, 2t plus 2t' pour la première équation sera égal à 3 moins 1, comme ceci. Pour la deuxième équation, je peux faire que moins t moins 3t' sera égal à 1. Et donc à partir de ces deux équations, je peux faire les déterminations. Alors comment faire ça? Alors on va procéder par combinaison. Donc si je multiplie la première équation par 1 et la deuxième équation par 2 et que j'additionne le résultat, je vais bien avoir 2t moins 2t plus 2t' moins 6t' qui sera égal à 2 fois 1 moins 2. Ou encore, donc j'ai bien multiplié la première équation par 1 et la deuxième équation par 2 de façon à simplifier les t. Et donc j'obtiens directement les t' qui sont moins 4t' est égal à 2 moins 2, pardon, 2 plus 2, ce qui fait 4. Donc t' égale moins 1. Voilà.
Si j'avais voulu obtenir t de la même manière, qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'avais voulu obtenir dans l'autre sens? Il fallait que je fasse disparaître les t'. Donc pour faire disparaître les t', je pouvais multiplier la première équation par 3 et la deuxième équation par 2. Hein, ce qu'on a en faisant ça, c'est effectivement 2t fois 3, ça fait 6t. Sur la deuxième équation, moins 2 fois moins t fois 2, ça fait moins 2t. Plus 2t' fois 3, ça fait plus 6t'. Sur la deuxième équation, moins 6t', donc ça simplifie bien, comme c'était voulu, est égal à 3 fois le membre de droite, c'est-à-dire 6 pour la première équation, plus 2 pour la deuxième équation. Et donc j'aurai cette fois-là que 6t moins 2t, ce qui fait 4t, sera égal à 8. Donc t est égal à 2. Et donc je trouve que t et t' doivent valoir respectivement 2 et moins 1. Je dois vérifier que cette solution est compatible avec la troisième équation que je n'ai pas encore considérée, celle-ci. Donc je dois avoir que moins 1 plus t, c'est-à-dire plus 2, doit être égal à moins t', c'est-à-dire à moins moins 1. Alors si je regarde bien, moins 1 plus 2, ça fait 1, moins 1, ça fait 1, donc ok. Les solutions que j'ai trouvées pour t et t' vérifient aussi la troisième équation. Quel est donc le point M que je cherche? Eh bien, le point M que je cherche aura pour coordonnées, alors je peux choisir soit les équations de la droite D, soit les équations de la droite D', puisqu'on vient trouver qu'elles se croisaient. On a trouvé les valeurs de t ou de t' respectives. Alors, regardons dans l'équation D, on a x, y, z sera égal à moins 3 plus 2t, donc sera égal à moins 3 plus 2 fois 2. Y sera égal à moins t, c'est-à-dire à moins 2. Et z sera égal à moins 1 plus 2. Ce qui va encore dire que 2 fois 2, 4, moins 3, ça fait 1. Y égale moins 2. Et z est égal à moins 1 plus 2, ce qui fait 1. Donc on aurait le point M qui a pour coordonnées 1, moins 2, 1. Alors on peut évidemment vérifier ça dans l'équation de D', hein, et voir si ça donne la même chose. Donc si je regarde, ici c'était pour M appartenant à D. Si je regarde ce qui se passe quand M appartient à D', c'est donc l'équation et les équations paramétriques au-dessus là-bas à droite. Donc là c'est pour D', là c'était pour D. Ok. Donc je vais avoir x est égal à moins 1 moins 2t', donc moins 1 moins 2 fois t', c'est moins 1. Y sera égal à moins 1 plus 3t', donc moins 1 plus 3 fois moins 1. Et z sera égal à moins t', c'est-à-dire moins 1. Ce qui nous donne moins 2 fois moins 1, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait bien 1. Le deuxième, y est égal à moins 1 plus 3 fois moins 1, donc ça nous fait moins 3 moins 1, ça nous fait moins 4. Et le dernier, ça nous fait moins 1, ce qui fait plus 1. Donc on se dit là, tiens, j'ai un petit problème là, la réponse pour y, j'ai moins 4 d'un côté, alors que j'avais moins 2 de l'autre. Alors, comment se fait ça? Ça se fait ici que j'ai fait une petite erreur, c'est pas un moins 1, c'est un plus 1. Là. Et donc je vais avoir 3 fois moins 1 qui fait moins 3, plus 1, ça fait moins 2. Et donc on a bien que M défini par les équations paramétriques de la droite D, une fois qu'on a calculé T, sont bien les mêmes coordonnées que si on prenait la droite D' avec le paramètre T' qui était défini. Donc les deux droites sont bien séquentes et se coupent au point M qui a pour coordonnées 1, moins 2, 1. Voilà. Alors pour le point 2A, on considère les vecteurs U de coordonnées 2, moins 1, 1 et V de coordonnées moins 2, 3, moins 1. Ce qu'on veut faire, c'est déterminer les coordonnées d'un vecteur n qui soit orthogonal aux deux vecteurs u et v. Donc on se demande quelles peuvent être les coordonnées d'un certain vecteur n, que je ne connais pas, donc je vais appeler ces coordonnées x, y, z, qui soient orthogonales à u et à v. Alors là, on doit bien entendu utiliser les propriétés du produit scalaire.
Un vecteur est perpendiculaire à des autres veut dire que le produit scalaire de ce vecteur fois chacun des vecteurs est égal à 0. Donc je dois avoir que le produit scalaire de n fois u et le produit scalaire de n fois v doivent tous deux être nuls. Alors ça va me donner quoi? Le produit scalaire de n fois u, ça va me donner 2x moins y plus z égale 0. Et le produit scalaire de n fois v, ça va me donner moins 2x plus 3y moins z est égal à 0. Et donc je dois résoudre ce système d'équations pour trouver x, y, z. Donc de nouveau, je peux appliquer la petite méthode des combinaisons comme j'ai vu précédemment. Et en multipliant la première équation par 1 et la deuxième équation par 1, eh bien on va éliminer les x. Ça va nous faire que moins y plus 3y va nous faire 2y, plus z moins z, il n'y en a plus, est égal à 0. Et donc y vaut 0. On peut alors procéder de même pour éliminer y, et donc là je peux multiplier la première équation par 3 et la deuxième par 1, ce qui va m'éliminer les y. Ça va me donner donc au niveau des x, je vais avoir 2x fois 3, ça fait 6x, moins 2x fois 1. Alors au niveau des z, je vais avoir plus 3z, donc moins z, qui sera égal à 0. Et donc j'aurai que 4x plus 2z égale 0, ce qui veut dire que je pourrais toujours écrire que z est égal à moins 2x. Ainsi, tous les vecteurs orthogonaux à U et à V seront des vecteurs n qui ont pour coordonnées x, indéterminé, peut prendre n'importe quelle valeur, y, lui on a vu que c'était 0, et à partir du moment où on donnait une certaine valeur à x, z faut moins 2x. Donc voilà, on peut donner aux vecteurs orthogonaux à U et à V toutes les coordonnées x0 moins x. Donc en particulier, si on donne à x la valeur 1, soit x égale 1, un vecteur orthogonal à U et à V sera le vecteur n qui a pour coordonnées 1, 0, moins 2. Donc à la dernière sous-question, on nous demande d'en déduire une représentation paramétrique de la droite delta, passant par le point M et orthogonale aux deux droites D et D'. Donc la droite delta, puisqu'elle passe par le point M, et on sait que l'équation paramétrique de ces droites, ce sera x, y, z qui est égal à, alors on passe par le point M, donc on va passer par 1, moins 2, 1. Voilà, si je mets les signes partout. Plus t fois les coordonnées d'un vecteur directeur. Mais le vecteur directeur de ces droites, puisque la droite delta est perpendiculaire aux droites D et D', eh bien le vecteur directeur de ces droites sera perpendiculaire au vecteur directeur des droites D et D'. Hein, c'est donc le vecteur normal n. Et donc on aura ici fois 1 fois 0 fois moins 2. Et donc les équations paramétriques de la droite delta seront simplement x est égal à 1 plus t, y sera égal à moins 2, et z sera égal à 1 moins 2t. Voilà, et cela termine cet exercice. À la suite dans très bientôt. Et voilà, nous passons tout de suite à l'exercice 6 qui considère de nouveau un repère orthonormé OIJK. Et on va considérer dans ce repère le plan P, admettant pour équation cartésienne 2x plus 3y moins z plus 1 est égal à 0. La question est la suivante. Le vecteur U, qui a pour coordonnées 4, moins 2, 2, admet-il un représentant inclus dans le plan P? Bon, pour cette question, le plan P, il a pour équation cartésienne 2x plus 3y moins z plus 1 est égal à 0. Le vecteur U a pour coordonnées 4, moins 2, 2. J'ai représenté la situation ici. On se demande si, ayant ce plan et le vecteur U, est-ce que le vecteur U a un représentant dans le plan? C'est-à-dire un représentant, c'est un vecteur égal à lui-même quand il est translaté dans le plan. D'accord? Est-ce qu'il y a un vecteur? Donc est-ce que U finalement est parallèle au plan P? C'est à ça que ça revient. Alors comment répondre à ça? Une façon assez jolie de répondre, c'est de se dire, ah mais si c'est le cas, effectivement on va avoir que P dans tous les cas
avec l'équation cartésienne, on sait que le plan P est caractérisé par un vecteur normal, n, qui a pour coordonnées 2, 3, moins 1. Voilà. Alors, si U est parallèle à P, ça veut dire que U doit aussi être perpendiculaire à n. Ça veut dire qu'on doit avoir que le produit scalaire de U par n qui doit être égal à 0. Donc, nous pouvons vérifier ça. Donc, comment vérifie-t-on ça? C'est très simple. Nous avons les coordonnées de U, nous avons les coordonnées de n. Il suffit de multiplier le tout. Ce qui nous donne 4 fois 2, 8. Moins 2 fois 3, moins 6. Plus 2 fois moins 1, moins 2. Et nous trouvons qu'effectivement, c'est égal à 0. Donc oui, le vecteur U est parallèle au plan P. Et donc, il aura, par exemple, pour représentant U', qui est dessiné là sur la figure. Alors la question qu'on nous pose encore, donc là, voilà, on a répondu à la question. Donc on a dit oui, il y aura un représentant, par exemple U'. Maintenant, on peut aller un tout petit peu plus loin et dire quel serait, par exemple, ce vecteur U'. Quelles seraient les extrémités du vecteur U', pour être plus précis. Quelles seraient les coordonnées des points A et B qui satisferaient à ça, qui nous donnerait le vecteur représentant de U dans le plan. Alors pour faire ça, nous pouvons nous donner un point A du plan. Alors pour se donner un point du plan, on peut se donner deux des coordonnées et puis trouver la troisième qui satisfait l'équation. Donc on peut dire par exemple, je donne à x la valeur 0, à y la valeur 1, et je me demande quelle va être la valeur de z correspondante. Donc je vais avoir que 2 fois 0 plus 3 fois 1 moins z plus 1 sera égal à 0. Pour que A appartienne à P, il faut qu'il satisfasse à l'équation du plan. Que vaut donc z dans ce cas-là? Z sera égal à, alors 2 fois 0 c'est 0, 3 fois 1 ça fait 3, 3 plus 1, 4, d'accord? Donc moins z sera égal à moins 4, donc z est égal à 4, pour que le point appartienne au plan. Donc si je donne à l'abscisse 0 et l'ordonnée 1, la cote vaudra 4. Donc voilà un point A possible. Quel sera le point B correspondant, qui déterminera l'extrémité du vecteur? Eh bien, il faut que le vecteur AB soit égal au vecteur U. Et donc, on aura que les coordonnées de B seront données par OA plus U, ce qui fait encore 0, 1, 4, plus U, c'est 4 moins 2, 2. Ça fait donc 4, 1 plus moins 2, moins 1, et 4 plus 2, 6. Donc voici le point B. B aurait pour coordonnées 4, moins 1, 6. Il ne reste plus qu'à vérifier alors que ce point B appartient bien au plan. D'accord? Donc il satisfait bien l'équation du plan. Et ça, je vous le laisse faire en fin d'exercice. Voilà. Et donc on aura démontré ainsi que U a bien un représentant juste sur base du vecteur normal et de la définition du produit scalaire. Et puis on l'aura trouvé tel quel avec les extrémités du vecteur qui appartiennent au plan qui sont déterminées. Donc d'une part le point A et d'autre part le point B qui est là. Et vérifier donc que le point B appartient bien au plan. Nous passons alors et enfin à l'exercice du bac de cette série sur la géométrie. Donc c'est un exercice qui a été proposé en France métropolitaine et en Réunion à La Réunion en septembre 2017, en enseignement spécifique. L'exercice était sur 5 points et il traite de la chose suivante. Donc dans l'espace, on considère le cube ABCDEFGH, ABCDEFGH, représenté ci-contre. On note I et J les milieux respectifs des segments EH et FB. On munit l'espace du repère orthonormé A, AB, AD, AE. Et ce qu'on demande, c'est toutes les choses suivantes. 1. Donner les coordonnées des points I et J. 2a. Montrer que le vecteur U de coordonnées 1, 2, 2 est un vecteur normal au plan BGI. En déduire une équation cartésienne du plan BGI. On note K, le milieu du segment AJ. Le point K, appartient-il au plan BGI? 3. Le but de cette question est de calculer l'aire du triangle BGI, petit a, en utilisant par exemple le triangle FIG pour base,
démontrer que le volume du tétraèdre FBIG est égal à 1/6. On rappelle, blablabla, blablabla. Petit b, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par F et orthogonale au plan BGI. Petit c, la droite delta coupe le plan BGI en F', montrer que le point F' a pour coordonnées 7 neuvième, 4 neuvième, 5 neuvième. Petit d, calculer la longueur FF', en déduire l'aire du triangle BGI. Voilà. Donc là, il y a un petit paquet de choses à faire. Avec pour les conseils, il faut se rappeler un petit peu tout ce qu'il y a dans faut se rappeler tout ce qu'il y a dans le programme ici de géométrie au niveau des vecteurs. D'accord? Donc des parallélismes, perpendicularités, produits scalaires, etc. Revoyez bien ça pour pouvoir y répondre. Voilà. Et puis revenez voir dans quelques instants, quand vous vous serez attaqué au problème et l'aurez réussi, venez voir la correction. Et si vous n'avez pas réussi, venez quand même voir comment on démarre, quitte à réessayer juste après. Alors, pour déterminer les coordonnées des points I et J, il faut déjà d'abord déterminer les coordonnées des points environnants, et donc déjà de représenter convenablement le repère. Donc le point A, c'est l'origine, aura donc pour coordonnées 0, 0, 0. Le point B est tel que AB, ce sera égal au vecteur I, donc le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. AD sera égal au vecteur J, donc ce sera 0, 1, 0 pour D. AE sera le représentant du vecteur K, donc E a pour coordonnées 0, 0, 1. Voilà. Et puis je peux continuer ainsi pour les autres points qui nous intéressent en tout cas. Alors, si je regarde le point F pour aller de A à F, je fais AB plus BF, c'est-à-dire je fais un pas vers la droite, un pas vers le haut, donc F va avoir pour coordonnées 1, 0, 1. Paume. Et si je regarde le point A, je fais d'abord un pas vers le haut et puis un pas vers l'arrière. Donc il va avoir, lui, pour coordonnées, alors 0, 1, 1. Comme I est milieu de EH, il aura pour coordonnées 0 plus 0 divisé par 2, ça fait 0 dans la direction I. 0 plus 1 divisé par 2, ce qui fait 1 demi dans la direction J. Et 1 plus 1 divisé par 2, ce qui fait 1 dans la direction K. Voilà. Qu'en est-il pour J? J est le milieu du segment BF, donc il aura pour abscisse 1, pour ordonnée 0, et pour cote 1 demi. Voilà, donc avec ça, nous avons déjà répondu au premier point. Dans la partie suivante, on veut montrer que le vecteur U de coordonnées 1, moins 2, 2 est un vecteur normal au plan BGI. Alors, le plan BGI, je vous l'ai montré là, il est ici, tac, tac, tac. Pour montrer que le vecteur U est perpendiculaire ou orthogonal au plan BGI, eh bien, il faut montrer la façon la plus simple, c'est que ce vecteur est orthogonal à deux vecteurs du plan BGI. Voilà, il faut déterminer deux vecteurs de ce plan. Alors, deux vecteurs assez évidents, ce seront, par exemple, BI et BG. Alors, les coordonnées du point I, on les a, c'était 0, 1 demi, 1. Les coordonnées de B, on les a également, c'est 1, 0, 0. Donc grâce à ça, on pourra déterminer les coordonnées du vecteur BI. Et les coordonnées de G, G qui est ici, c'est un pas suivant I, un pas suivant J, un pas suivant K, donc a pour coordonnées 1, 1, 1. Et donc G lui-même a pour coordonnées 1, 1, 1. Donc les vecteurs BI, le vecteur BI aura pour coordonnées OI moins OB, donc 0 moins 1, moins 1. 1 demi moins 0, 0. 1 moins 0, 1. De même, le vecteur BG aura pour coordonnées, alors 1 moins 1, 0. 1 moins 0, 1. 1 moins 0, 1. Donc, voici les vecteurs BI et BG. Donc pour montrer que U est perpendiculaire au plan BGI, il faut montrer que U est perpendiculaire d'une part à BI, d'autre part à BG. Voilà. Là pour le moment c'est une question.
Eh bien, pour le savoir, on va calculer le produit scalaire. Donc, on va calculer le produit scalaire de U fois BI. Et si ce produit scalaire est nul, eh bien, on pourra dire que U est perpendiculaire à BI. Donc, on y va. U a pour coordonnées 1, moins 2, 2, fois BI, ça va donc faire 1 fois moins 1, moins 2 fois 1 demi, et puis on a encore 2 fois 1. Donc ça va me faire 1 fois moins 1, moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 1, plus 2 fois 1, plus 2, donc ça fait bien 0. Ok, donc si le produit scalaire de U et de BI est nul, c'est-à-dire, par définition du produit scalaire, que U est bien orthogonal à BI. On fait pareil pour BG, et on calcule donc le produit scalaire de U fois BG, ce qui va nous faire 1 fois, alors BG c'est 0, moins 2 fois 1, plus 2 fois 1. Voilà, donc j'ai 1 fois 0 qui fait 0, moins 2 fois 1 qui fait moins 2, plus 2 fois 1 qui fait plus 2, moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Et donc on a bien également que U est perpendiculaire à BG. Et donc comme U est perpendiculaire à BI et à BG, c'est vrai, perpendiculaire à BG, c'est vrai, donc U sera perpendiculaire au plan BIJ. BIG, pardon. Zoom. Voilà pour cette sous-partie-là. Voilà, alors dans la question 2b, ce qu'on nous demande, c'est la chose suivante. Donc on nous demande de déduire une équation cartésienne du plan BGI, sachant qu'on vient de montrer que ce plan est orthogonal à U. Voilà, donc N a pour coordonnées 1, moins 2, 2, B, c'est un point du plan BGI qui a pour coordonnées 1, 0, 0. Voilà. Donc, pour déduire une équation cartésienne du plan BGI, bien le plus simple, ce sera quoi? Ce sera de le définir, ce plan BGI, par rapport à la normale au plan et un point. Donc, on sait effectivement que si je représente comme ceci le plan BGI, d'accord, il y a un point du plan qui est B, que je connais, et je connais le vecteur normal au plan, c'est le vecteur n. Donc, je vais savoir que l'équation cartésienne du plan BGI, ce sera AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, où A, B, C sont les coordonnées du vecteur normal, et donc dans notre cas, ça va se traduire comme étant X moins 2Y plus 2Z plus D est égal à 0. Comme de plus, B appartient à ce plan, lorsque je remplace X, Y, Z par les coordonnées de B, c'est-à-dire 1, 0, 0, eh bien je vais avoir la valeur de D automatiquement. Donc j'aurai que 1 plus D est égal à 0, c'est-à-dire que D est égal à moins 1. Et donc une équation cartésienne du plan BGI sera x moins 2y plus 2z moins 1 égale 0. Voilà pour cette sous-partie 2b. Passons alors à la 2c. Donc dans la 2c, on nous dit, en notre cas, le milieu du segment AJ, le point K appartient-il au plan BGI? Pour ça, il faut revenir à ce que valait H et ce que vaut J. Alors, H a pour coordonnées 0, 1, 1. H a pour coordonnées 0, 1, 1. J, on l'a déterminé, donc dans la partie 1, ça a pour coordonnées 1, 0, 1 demi. Donc le point K qui est milieu de AJ, du segment AJ, aura pour coordonnées, eh bien, la somme des extrémités divisée par 2, coordonnées par coordonnées, donc 0 plus 1, 1 divisé par 2, 1 demi, 1 plus 0, 1 divisé par 2, 1 demi, 1 plus 1 demi, ce qui nous fait 3 demi divisé par 2, 3 quarts. Donc voilà. Le point A pour coordonnées, le point K pour coordonnées 1 demi, 3 quarts. Est-ce que ce point K appartient
au plan BGI, mais pour savoir ça, il faut remplacer les coordonnées de K dans l'équation du plan et vérifier que ça fait bien 0. Donc j'aurai x qui vaut 1 demi, moins 2 fois y qui vaut 1 demi, plus 2 fois z qui vaut 3 quarts, moins 1, sera égal à, alors, 1 demi, moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 1, 2 fois 3 quarts, ça fait 3 demi, moins 1. Donc j'ai 1 demi plus 3 demi qui font 4 demi, c'est-à-dire 2. 2 moins 2, ça fait bien 0. Ok. Donc le point K appartient bien au plan BGI. Et ça en termine avec les questions et sous-questions de la partie 2. Voilà, alors, on attaque tout de suite la partie 3. Alors, le but de cette question est de calculer l'aire du triangle BGI. L'aire du triangle BGI, le voilà, BGI. Et pour faire ça, on nous demande, petit 1, en utilisant par exemple le triangle FIG pour base, démontrer que le volume du tétraèdre FBIG est égal à 1 sixième. Donc, commençons par faire ça. Alors d'une part, on voit que l'aire du triangle FIG ici, c'est la moitié de la section EFGH, de la face du cube. Ça veut dire que cette aire FIG vaudra 1 demi. D'autre part, on sait que BF, là, est orthogonale à la face supérieure. D'accord? Donc ce sera une hauteur de la face supérieure. Et donc en particulier, FJ sera la hauteur de la pyramide recherchée. Et donc on pourra trouver le volume de cette pyramide en faisant le petit calcul suivant. Le volume de FBIG sera égal à 1 tiers de l'aire de FIG, c'est la base, fois la hauteur, BF, voilà, et divisé par 3, c'est pour avoir l'aire d'une pyramide. Donc on aura donc 1 tiers de l'aire de FIG, on a dit que c'était 1 demi, et fois BF qui vaut 1. Donc 1 tiers fois 1 demi, ça fait bien 1 sixième, et on a montré ainsi que le volume du tétraèdre FBIG est bien égal à 1 sixième. En petit b, on nous demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par F et orthogonale au plan BGI. Voilà, donc delta comprend le point F qui avait pour coordonnées 1, 0, 1 et qui est perpendiculaire au plan BGI. Alors le plan BGI, il était caractérisé par sa normale, la normale au plan BGI qui a pour coordonnées 1, moins 2, 2. Donc si la droite delta est perpendiculaire à BGI, la droite delta doit être parallèle au vecteur normal n. Et donc un vecteur directeur de delta doit être le vecteur n lui-même, ce qui veut dire que les équations paramétriques de la droite delta seront données par x, y, z, qui sont telles que ça passe par un point 1, 0, 1, plus un certain nombre de fois le vecteur directeur, le certain nombre de fois étant donné par le paramètre t, donc on va avoir 1 fois t, moins 2 fois t, et plus 2 fois t. Voilà, et donc l'équation recherchée de la droite delta sont les équations paramétriques ici. En 3C, on nous dit que la droite delta coupe le plan BGI en F', et on nous demande de montrer que le point F' a pour coordonnées 7 neuvième, 4 neuvième, 5 neuvième. Voilà, donc la situation est décrite ici. L'intersection de la droite delta et du plan BGI, c'est le singleton F'. Et on demande de montrer donc que ce F', c'est 7 neuvième, 4 neuvième, 5 neuvième pour coordonnées. Point cherché donc de coordonnées x, y, z, F', doit donc satisfaire les équations paramétriques de la droite, donc doit être telle que x est égal à 1 plus t, y est égal à moins 2t, et z est égal à 1 plus 2t, puisqu'il appartient à la droite. Et comme il appartient aussi au plan BGI, on aura que les équations x, y, z doivent aussi satisfaire à l'équation x moins 2y plus 2z égale 0. Pardon, plus 2z est égal à 1. Voilà. Alors, quel est le point qui satisfait ces deux équations simultanément? Et je peux injecter les x, y, z de l'équation qui disent que le point appartient à l'équation de la droite dans l'équation du plan, et on va avoir alors que 1 plus t moins 2 fois moins 2t, plus 2 fois 1 plus 2t
devrait être égal à 1. Ce qui en développant nous donne 1 plus t moins 2 fois moins 2t, ça nous fait plus 4t. Plus 2 fois 1 plus 2t, ça nous donne plus 2 plus 4t est égal à 1. Ou encore, que t plus 4t plus 4t, ce qui nous fait 9t, sera égal à 1 plus 2, ça fait 3 que je fais passer dans le membre de droite, ça fait moins 3. Donc 1 moins 3, ça nous fait moins 2. Et donc t serait égal à moins 2 neuvièmes. Et avec ce t qui vaut moins 2 neuvièmes, je trouve que le point x, y, z recherché a pour coordonnées, le point f' recherché, pardon, a pour coordonnées x, y, z. Alors 1 plus t, ça va faire 1 moins 2 neuvièmes, ce qui fait 9 neuvièmes moins 2 neuvièmes, ça fait 7 neuvièmes. Y sera égal à moins 2t, donc moins 2 fois moins 2 neuvièmes, ça fera 4 neuvièmes. Et z sera égal à 1 plus 2t, c'est-à-dire 1 moins 4 neuvièmes, ce qui fait 9 neuvièmes moins 4 neuvièmes, ce qui fait 5 neuvièmes. Et donc ça répond bien ainsi à la question. Effectivement, le point f' a pour coordonnées 7 neuvièmes, 4 neuvièmes, 5 neuvièmes. Pour finir cet exercice, on nous demande en 3D de calculer la longueur ff' et d'en déduire l'aire du triangle BGI. Donc en effet, connaissant ff', on pourra déterminer l'aire du triangle BGI, parce que ce sera finalement le volume du parallélépipède qu'on a déterminé tout à l'heure, divisé justement par la longueur de ff' qui sera une hauteur pour cette pyramide. Calculons donc la distance ff', connaissant les coordonnées des points f et f'. Ff' sera donc égal à la racine carrée de 1 moins 7 neuvièmes au carré, plus 4 neuvièmes au carré, plus 1 moins 5 neuvièmes également au carré. Ce qui nous fait 1 moins 7 neuvièmes, ça nous fait 9 neuvièmes moins 7 neuvièmes, 2 neuvièmes. 2 neuvièmes au carré, ça nous fait 4 81e. Plus 4 neuvièmes au carré, ça fait 16 81e. Plus, alors 9 neuvièmes moins 5 neuvièmes, ça fait 4 neuvièmes au carré de nouveau, ça fait de nouveau 16 81e. Je prends la racine carrée de la somme, ça nous fait 4 plus 16, ça fait 36 sur 81. Ce qui nous fait, puisque 36 est le carré de 6, ça nous fait 6 neuvièmes. Ça nous fait 6 neuvièmes comme réponse, que l'on peut encore écrire comme 2 tiers, en simplifiant le numérateur et le dénominateur par 3. Voilà, donc ça c'est la distance ff'. Pour avoir alors en finale l'aire de BGI, eh bien on aura que le volume du parallélépipède qui valait 1/6 sera égal à 1 tiers fois l'aire de BGI, fois la hauteur, qui dans le cas où on prend BGI comme base est ff'. Donc l'aire de BGI sera égal à 1/6 fois 3 divisé par ff', ce qui va me faire 1/6 fois 3 divisé par ff', c'est faire fois l'inverse, donc fois 3 demi, ce qui nous donne 3 fois 3, 9, 6 fois 2, 12, ce qui nous fait 9 douzièmes, ce qui encore en divisant tout par 4 nous donne 3 quarts. Voilà, donc l'aire du triangle BGI, en finale, est égale à 3 quarts. Donc vous avez vu dans cet exemple une situation très intéressante où on calcule finalement l'aire de la pyramide de deux façons différentes en choisissant différentes bases. Et en faisant ça, ça nous permet de calculer des aires qui étaient au départ pas très calculables d'emblée. Il fallait faire des petites modifications pour y arriver. Donc une méthode géométrique là par les vecteurs très intéressante pour ça. Voilà, donc tout ceci termine la série des exercices de géométrie. Et il est temps maintenant de préparer la session interactive. Donc comme d'habitude, vous allez trouver sous la vidéo un fichier PDF avec la question de bac à résoudre. Vous résolvez cet exercice.
vous m'envoyez vos solutions par email et nous prendrons ça comme base pour la discussion lors de la session. Voilà. Alors j'espère que ce module, comme d'habitude, vous a plu. Je l'espère très sincèrement. Moi, eh bien, écoutez, c'est mon plaisir, comme d'habitude, de vous présenter ça. On se voit donc en pleine forme pour le prochain module. Et en attendant, portez-vous bien. À bientôt.